Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Parlons de votre mental. Et cet après-midi, j'ai la chance d'être accueilli dans les locaux de Goldaya et la chance de pouvoir interviewer Théé Oula, qui est créateur de bijoux de luxe. Bonjour Théé. Bonjour Sébastien, tu vas bien? Merci de m'accueillir chez toi, avec plaisir. À Pontoise, dans tes locaux. Avec plaisir, ça avec plaisir. On va faire un peu les choses différemment. Alors pour la petite authenticité, on vient de galérer pendant 5 minutes parce que ma carte a dit c'est fini, il n'y a plus de place. Après quelques difficultés, on repart dans une interview remixée. Du coup, voilà, ça fait partie des lois du direct et ça va tout à fait dans le livre L'art de croire en son étoile. Heureusement que ma bonne étoile était là et que le collaborateur de Théé avait une carte pour me sauver la vie. Exactement, il a sauvé le podcast aujourd'hui. Il a sauvé l'épisode. Donc Théé, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ce que tu fais Ouais, bien sûr. Ton parcours? Mon parcours, à la base, moi je suis sportif. J'ai joué au foot, mais j'ai toujours aimé le monde de la mode. J'ai toujours aimé designer, customiser. Donc au début, j'étais designer de vêtements. J'ai créé une marque de vêtements. Et ensuite, j'ai voulu entrer dans le bijou parce que c'était une passion. Et 7 ans plus tard, après avoir commencé le textile, je suis rentré dans le bijou. Et aujourd'hui, je design des bijoux. On a la marque de bijoux. Et j'aime aussi beaucoup écrire. Ouais, d'où le fameux livre, L'art de croire en son étoile que Théé m'a gentiment envoyé par la poste, dédicacé avant même que je vienne le rencontrer. Et pour ça, un grand merci. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, la tradition du podcast veut qu'on commence toujours par un petit tour de chauffe. Hein. C'est un ancien sportif, donc avant de commencer un match de foot, forcément il y a l'échauffement. Là, l'échauffement, ça sera un portrait chinois. Et si tu es d'accord, pour commencer l'échauffement, faire ce petit portrait chinois. C'est parti, je suis d'accord. Alors Théé, si tu devais choisir une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Alors une couleur, je choisirais le vert, parce que pour moi ça représente la nature, ça représente la vie, la forêt, l'herbe, donc le vert. Si tu devais partir sur une île déserte et que dans ton sac tu ne peux prendre qu'un seul livre, lequel tu choisirais? Je choisirais le livre de Darren Hardy, qui est L'effet cumulé. C'est un livre que j'ai lu dans une période, on va dire, creuse dans mon aventure. Et du coup, en le lisant, j'ai réussi à trouver plein de réponses à mes questions. Je travaillais un petit peu à gauche, à droite, j'étais éparpillé dans mes tâches. Et avec ce livre-là, j'ai vraiment réussi à me reconcentrer et à faire les tâches les unes après les autres pour avoir des vrais résultats. Quel est le moment de la journée que tu préfères? Le soir. Je préfère le soir parce que c'est là que, bizarrement, c'est là que j'arrive à me reconnecter avec moi-même et j'ai la créativité qui arrive. Ok, donc tu es plutôt un créateur de la nuit. De la nuit, ouais. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu? Alors un objet, je pense que je prendrais le téléphone. Un téléphone? C'est un petit peu fou, parce qu'aujourd'hui on veut se couper du téléphone pour se concentrer sur nous-mêmes, mais le téléphone pour contacter les personnes que j'aime, faire des visios et puis faire mes affaires. Ouais. Ok, téléphone. Bon, il y a beaucoup d'invités du podcast qui l'ont choisi, le téléphone. Hein. Ouais, beaucoup. C'est un troisième bras. Voilà. Si tu devais nous donner une qualité qui te définit le plus.
Je pense que la qualité la persévérance et j'arrive à rassembler les gens. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Fédérateur. Fédérateur. Voilà. J'allais dire t'as un connecteur, mais bon, c'est presque. Voilà, presque c'est à peu ça. près pareil. C'est ça. La saison de l'année que tu préfères? Oh, l'été. D'ailleurs, toi, le soleil il commence à arriver, ça me fait du bien. Et, Ouais, surtout à Paris, on en a besoin. exactement, ouais. Si tu devais choisir un sport, Ben, je choisirais le foot. Même si j'ai arrêté le foot parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas autant le foot que je pensais. Je sais que c'est un sport qui m'a beaucoup apporté et c'est un sport que je pratique encore aujourd'hui avec des amis, vraiment pour le loisir. Mais le football. et une petite dernière pour la route, Mm. si tu devais choisir un autre métier que celui que tu fais actuellement, lequel choisirais-tu? Ah, c'est compliqué, hein. Honnêtement, mais je pense que je vais rester dans les mêmes secteurs. J'aime beaucoup travailler l'image. Du coup, je pense que je serai caméraman ou vidéaste, réalisateur. Mais vraiment tout ce qui touche dans le domaine de la mode et dans l'image. Ok. C'est Ok. vraiment c'est des métiers qui me parlent. J'aime beaucoup. Bon, on a fini notre petit tour de chauffe. C'était bon, voilà, c'était gentillet. C'était Là, on gentil. va rentrer un peu on va rentrer dans le match, dans le vif du sujet. On va parler de ton mental. Alors, on va revenir un peu sur ton parcours. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours? Mon parcours, il m'inspire honnêtement la détermination, la réalisation de soi, la quête vers un rêve. Il m'inspire le développement personnel. Il m'inspire la relation humaine. Vraiment. Je pense que mon parcours, en vrai, l'histoire de Goldaya, c'est l'histoire d'une étoile qui rencontre différentes personnes. Et avec ces personnes qu'elle rencontre, elle arrive à créer des liens et à aller construire une histoire ensemble. D'ailleurs, je rebondis. Goldaya, ça veut dire quelque chose? C'est une étoile, comme tu dis. Comment tu as choisi ce nom? Bah, en vrai, le mot gold, vous voyez, gold, ça représente vraiment la première place sur le podium. Vous voyez, on pourrait faire un lien directement avec l'or, et la médaille d'or, c'est la première place. Mhm. Mais ce que je dis, c'est que pour avoir cette première place, il faut vraiment travailler. Et on a souvent tendance à voir la surface, mais aujourd'hui, malheureusement, peu de gens creusent. Et à travers ce mot gold, ce que je dis, c'est si tu veux être le premier, il faut que tu sois prêt à travailler dur et à affronter tout ce qu'il y a à affronter pour décrocher cette médaille. Parce que tu n'es pas le seul à avoir cette médaille. Et le mot AYA, en fait, c'est un acronyme. Le premier A, c'est l'attitude. Ça veut dire que peu importe où tu seras, il faudra que tu restes qui tu es. Le I, c'est l'intelligence. Vu qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent la première place, ce sera à toi de mieux te connaître et de mieux connaître le secteur où tu veux évoluer pour trouver une qualité que tu as, pour te démarquer des autres et prendre de l'avance. Et le dernier A, c'est être assidu. Je pense que il faut avoir une constance dans le travail. Personne n'a la science infuse. Il faut vraiment être là pour prendre des conseils, retenir, prendre ce qui est bon pour soi et puis jeter ce qui l'est pas. Et c'est vraiment ce mélange de cet acronyme-là qui, pour moi, peut permettre à une personne de réaliser ses rêves. Peu importe le secteur. Si c'est construire une famille, si c'est être champion du monde de tennis, de foot, de construire une maison. Peu importe le projet, je pense que c'est quelque chose qui est universel et qui parle à tout le monde. Ok, bah, moi ça me parle bien, hein. En tout cas, tu me parles de développement personnel, ton livre est quand même aussi très inspirant et il y a tout ce côté développement personnel que tu as pu développer Ouais. au fur et à mesure du temps. Mm. Donc je vais pas vous dévoiler tout le livre, hein, il va falloir le lire, hein. Mais en tout cas il est assez inspirant, très inspirant même. Le terme n'est pas assez fort. Si tu devais prendre du recul Mm. et regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu retiens? De quoi tu es le plus satisfait au moment là où je te parle? Et là, au moment où je te parle, de quoi je suis le plus satisfait, je pense que c'est d'avoir réussi à construire une équipe et que 10 ans plus tard, on soit toujours tous ensemble. Pour moi, ça, c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée
l'aventure du projet, à côté du fait que j'ai pu réaliser ce que j'ai imaginé. Ça veut dire que cette vision qu'on voit aujourd'hui, et les locaux même que tu imagines, c'est des choses que j'avais imaginées il y a 10 ans en arrière. Je me disais, bon, mais plus tard, il faudrait qu'on arrive à avoir ce style de locaux, ce style d'image, ce style de bijoux. Il faudrait qu'on ait ce style d'équipe, cette ambiance dans cette équipe. Mhm. Et aujourd'hui, je me dis, c'est quelque chose qui est devenu réalité. Ça veut dire que quand je regarde le parcours et quand je regarde en arrière, surtout quand j'avais rien, et aujourd'hui, quand j'ai, je me dis, ouais, c'est ça la plus belle chose mais qui ait pu m'arriver et dont je suis fier. Du coup, ça m'évoque quelque chose que souvent, en fait, je travaille avec des athlètes, ça m'est arrivé, mais finalement, tu avais dès le départ une vision. C'est ça. Tu avais une vision et à partir de là, bah, tu as travaillé pour mettre en place les actions pour aller vers finalement ce que tu avais visualisé, ce que tu avais dans ta tête. Exactement. En Ok. vrai, ouais, la vision, c'est... et ça, je pourrais pas l'expliquer, c'est quelque chose que j'ai eu très tôt. En fait, j'ai imaginé un idéal, un monde dans la mode qui pourrait me correspondre et à travers lequel je pense que les personnes dans mon entourage seraient à l'aise. Pour la petite anecdote, en vrai, je m'en souviens, j'avais ma grande sœur qui faisait des études à l'EBI de Cergy et je la voyais le soir à travailler jusqu'à 3 heures du matin. Et un soir comme ça, je descends, je lui dis, elle s'appelle Marie-Laure. Je dis, Marie-Laure, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle me dit, mais moi, je vais travailler dans la biologie ou dans la médecine. Et en gros, je lui dis, mais t'aimes la mode? Et là, elle me dit, ouais, j'aime la mode, mais j'ai l'impression que ben, j'ai pas la taille pour faire mannequin, donc c'est pas la peine de rêver. Je préfère me consacrer à autre chose, à ce que j'aime vraiment. Et en fait, quand elle me dit cette phrase-là, je me dis, mais si elle me dit ça, il y a forcément d'autres personnes qui ont un rêve, mais à cause d'une taille, par exemple, pour être mannequin, elles ne pourront pas le réaliser. Et dès ce moment-là, je te parle de ça, j'ai quel âge? J'ai 13 ans. À ce moment-là, je me dis, bon, ben si elle veut faire ça, je vais réussir à créer un monde pour qu'un jour, si elle veut défiler, elle puisse défiler. Et inconsciemment, ma vision, elle est partie de là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut créer? Et puis voilà. Ah ouais, ok. En fait, du coup, ta vision est partie finalement d'un rêve auquel finalement ta sœur avait envie d'aspirer et finalement où elle s'est mis une barrière en fait. Exactement. C'est extraordinaire. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis souvent, rêver n'est pas un droit, mais c'est une obligation. Je dis à tout le monde que vous êtes obligé de rêver. Et si cette étoile-là, c'est en vous, il faut trouver quelque chose pour la rallumer. C'est un peu comme le petit prince là. Voilà. Saint-Exupéry là. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te fait écho quand je t'en parle? Ouais. Ça me fait beaucoup écho. Parce que honnêtement, Sébastien, j'ai un parcours qui est assez atypique. Et pour te parler sérieusement et franchement, voir un noir dans le monde de la joaillerie et comment aujourd'hui on arrive à se développer, il y a 10 ans en arrière, pour moi, c'était impossible. Mais c'était pas impossible à cause des autres, c'est moi-même qui me mettais une barrière. Je me disais, bon, mais je connais personne dans ce milieu. Et puis, j'ai pas fait d'études dedans. Et du coup, je me mettais des barrières. Sauf qu'un jour, j'ai décidé de vraiment y aller. Et bizarrement, le destin m'a ouvert toutes les portes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui était impossible pour moi il y a 10 ans, là aujourd'hui, je me dis, mais c'est possible en fait d'être dans le monde du bijou et de faire abstraction en fait du milieu où je viens, parce que j'étais vraiment en banlieue. Ensuite, même de mes origines, je pensais que ça pouvait être un frein. Même si aujourd'hui, parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a des milieux qui sont réservés à certaines catégories. Mais en vrai, je pense que c'est des barrières qu'on se met et que si on fait bien le travail et qu'on aspire à une nouvelle vision et qu'on peut apporter quelque chose à un milieu qui nous paraissait fermé, je pense que les portes elles peuvent s'ouvrir. Mais c'est vraiment un travail sur soi que j'ai fait pour rendre ce qui était impossible pour moi possible aujourd'hui. Ok. Comment tu t'y es pris en fait pour finalement faire exploser ces barrières mentales que tu t'étais mis au départ? Enfin, tu dis que tu as fait ce travail sur toi, mais Ouais.
un travail, ça prend un peu de temps. Ouais, ça Mais du coup, t'as quand même. Tu le dis très bien d'ailleurs, tu dis que voilà, quand tu t'es lancé, les portes sont ouvertes et tout. Donc finalement, c'est quoi qui a fait je sais pas, qui a fait démarrer l'allumette, quoi. Tu vois, quand tu grattes et que ça Ouais, parle. bah en vrai, ce qui a fait démarrer l'allumette, en rentrant dans le monde du bijou, hein, Mm. c'est la rencontre avec mon joaillier. Je lui dis, écoute, j'ai pas fait d'études, j'ai une vision pour apporter un nouvel univers dans le monde du bijou, mais j'ai pas la technique, je m'y connais pas trop, et j'aurais besoin d'apprendre. Et ce joaillier en question qui s'appelle Baldé, il me dit, bah écoute, si t'es sérieux, et si tu veux travailler avec moi, je pourrais prendre de mon temps pour t'initier et t'apprendre justement les rouages de ce milieu-là. Dès que cette personne elle me donne cette confiance-là, c'est comme si il m'avait donné un trousseau de clés et je me suis dit mais là c'est parti en fait. Là c'est une chance que je dois saisir et bien je vais apprendre auprès de lui pour pouvoir réaliser le rêve que j'ai. Mais après vraiment c'est pour briser ces barrières-là, je pense qu'il y a la lecture qui m'a beaucoup aidé. Il y a aussi l'éducation que j'ai eue. Je sais que dans ma famille, on est des personnes. Je dis que la confiance en soi, elle démarre. Parfois, c'est inné. Et aussi, on peut la travailler. Je pense que moi, cette confiance personnelle, je l'ai eue à 50%. Et après, autour de moi, avec ma famille, mon père qui m'a beaucoup motivé. Il y a ma mère qui avait des postes à responsabilité dans son travail, je l'entendais parler à la maison. Du coup, je m'imprégnais de tout ça. Il y a ma grande sœur qui était très bosseuse aussi, qui fonçait. Il y a mon grand frère aussi. Il y avait mon demi-petit frère. Et du coup, je pense que déjà, le cadre familial m'a plus ou moins forgé un caractère et mis en tête, je sais pas comment dire, m'a donné cette confiance. Et ensuite, ben après, je l'ai cultivé à travers le travail que j'ai fait, à travers les rencontres. Et il y a un truc qui est fou, c'est que quand j'avais un objectif, dès que je l'atteignais, c'est comme si je gagnais 1% en plus. Ça veut dire que j'étais à 50%. Je me fixe un objectif, je l'atteins, je suis à 51, 52, 53. Et aujourd'hui, je pense que je dois être entre 85 et 90. Ok, donc du coup, si je synthétise, ce qui est intéressant, c'est que tu as une grande partie de ta confiance en toi en fait qui a été capitalisée par ta famille et ton éducation. Ouais. Et ensuite, le reste, ça a été au gré des rencontres et des expériences que tu as rajouté des cailloux dans ton sac. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, ton sac, il est suffisamment lourd pour, suffisamment pouvoir, lourd. pour pouvoir Ouais. aller de l'avant et faire te lancer, faire des choses sans avoir peur finalement comment dire, d'échouer ou de rater, parce que finalement tu sais que c'est une expérience et que dans tous les cas tu seras gagnant, quoi. Exactement, c'est ça. Ok, non, j'ai bien compris alors. Ouais. J'ai bien compris. Si tu devais définir le mot mental, c'est quoi ta définition à toi? Le mental, pour moi, c'est cette petite chose abstraite qui te permet de gravir toutes les montagnes que tu vas devoir escalader lorsque tu es en bas. C'est-à-dire que pour moi, la vie, c'est pas une ligne droite, c'est flottant en vrai. Il y a des hauts, des bas en permanence. Et en gros, plus tu es habitué à savoir remonter la pente, et plus ton mental, pour moi, peut s'endurcir. Je le vois comme un muscle en fait qu'il faut entretenir. Et je dis souvent que en termes de confiance en soi et même de mental, il ne pourra jamais être à 100% tout au long de ta vie. Ça veut dire qu'il faut vraiment apprendre à te connaître et savoir quelle porte déverrouiller lorsque tu es en bas. Et en gros, je dis souvent, j'ai une citation d'ailleurs dans le livre qui dit ton mental sera sans doute ton meilleur allié. C'est à travers cette citation-là, je veux faire comprendre aux gens que le mental, c'est la base de tout. Et en vrai, même si aujourd'hui on est en communauté, on est en équipe, vous voyez, par exemple, on est 3 dans la salle, à un moment donné, on sera forcément seul. Et quand on est seul, c'est là que le mental il commence à travailler. Ça veut dire que toutes les choses qu'on peut montrer en apparence et que les autres ne voient pas en fait, ou alors que les autres voient, parce que c'est en apparence, mais à l'intérieur on ne voit pas, mais c'est comme une sorte de façade qu'on se met, et quand on se retrouve seul dans sa chambre, et
bien la vérité avec soi-même, elle commence à se révéler. Et je dis vraiment qu'il est important d'apprendre à se connaître, de... Je sais pas comment expliquer ça. J'ai perdu le mot en vrai. C'est-à-dire, on était sur la définition du mot mental. Ouais. Et, Mental, ouais. Mais après, comme j'ai dit, au pire des cas... Mais après, ouais, comme j'ai dit, il faudra... tu sais, c'est escalader de montagne, c'est un muscle qu'il faut travailler, c'est... Ouais, je sais pas comment... non, tu le dis très je bien, pense c'est que- un muscle qu'il faut travailler. Ouais, c'est un muscle C'est qu'il un, faut c'est un peu ça que travailler. j'ai envie de retenir, un muscle qu'il faut travailler. Et c'est... Et typiquement, oui, c'est ça en fait, parce que le mental, ça se travaille. Ouais. Le mental, c'est différentes habiletés différentes, hein, donc du coup, c'est un peu de là où est né comment dire, la genèse de ce podcast, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a un mental différent et en fonction de son éducation, comme tu l'as si bien dit, qui t'a permis d'avoir un capital confiance de Bien départ. Mais en fait, il peut y avoir aussi d'autres habiletés et qui se construisent au gré des expériences ou au gré des sports qu'on peut faire ou des métiers qu'on peut exercer aussi. Merci. Et du coup, ouais, tu définis très très bien ce mot-là. Et c'est quelque chose qui se travaille, effectivement. Oui, pour moi, c'est la base de tout. Mm. C'est ça, ouais. Et si tu devais définir un bon mental, là on était sur mental, mais un bon mental, c'est quoi pour toi un bon mental dans ton univers à toi? Pour moi, un bon mental dans mon univers à moi, c'est un mental qui est capable de faire face à la résilience, à la compétition. Un mental qui est endurant, qui est déterminé et en même temps comment dire, qui est très lucide. Dans le sens où parfois, il faut réussir à comprendre que on doit lâcher prise. On doit prendre du recul sur certaines choses. Et c'est pas parce qu'on prend du recul sur certaines choses qu'on a un mental faible ou alors qu'on a échoué. Ça veut dire que à un moment donné, je me suis trop entêté, par exemple. Ça veut dire dans mon parcours, je faisais des choses et ça marchait pas. Et je pensais que si je prenais du recul ou si je lâchais prise, ça voudrait dire que mon mental n'était pas assez fort et que j'étais pas fait pour aller au bout des objectifs. C'est-à-dire que ce bon mental, en vrai, il faut qu'il soit assez intelligent pour te dire, là, tu vas trop loin. Si tu pousses un peu trop, je risque de craquer et après on peut faire des burn-out. Donc, arrête-toi, je vais me reposer et je vais repartir de l'avant. En gros, je pense que c'est quelque chose de... C'est comme un allié, c'est un ami à qui... mais tu dois parler, c'est quelque chose d'intelligent et un bon mental, ça te permet d'aller de l'avant, mais en même temps de te stabiliser, de prendre du repos et puis repartir. Alors actuellement, qu'est-ce que tu fais pour travailler ton mental? Est-ce que c'est quelque chose que tu as continué à travailler? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin dans l'exercice de ta profession? Tout le temps. Honnêtement, par exemple, en ce moment, je suis dans une période où je suis pas mal sollicité sur les shootings photos, sur les tournages. Et du coup, je suis aussi attendu pour des résultats, parce qu'il y a une collection de bijoux qui va sortir. Et du coup, j'ai cette pression en vrai. J'ai une certaine pression qui pèse sur moi. Et en fait, il faut que, pour pas stresser, pour pas retranscrire cette frustration, des fois, ce stress à mon équipe, mais je dois travailler sur moi. Et du coup, je fais pas mal de méditation. Je fais beaucoup de sport. Je me parle beaucoup à moi. Je me parle seul. Des fois, je marche pendant une demi-heure et puis je me parle. Ça me permet de me vider. Et c'est vraiment les 3 choses que je fais en permanence. Ok. Donc du coup, du sport, Ouais. Méditation. de la méditation. Ouais. Quand tu médites, ça se passe comment? Tu peux m'expliquer un petit peu comment, Ouais, comment moi, tu te sens? C'est longtemps? C'est sur des temps courts? Comment tu En général, je fais des méditations le matin. Ça, je médite en général tous les matins. Une vingtaine de minutes. Je peux même... C'est un rituel quoi? C'est un rituel, ouais. Tous les matins, 20 minutes? Je mets Cédric Michel, je sais pas si tu connais. Non. Cédric Michel, voilà, mais c'est Ok. On lui c'est donne le le seul bonjour que à Cédric. j'écoute. Voilà. Je le connais pas, mais c'est lui que j'ai Ouais, découvert ok. sur YouTube. Ok. Et il fait pas mal de méditation. Et du coup, je fais ça tous les matins. Après, je prends le temps de lire pendant 15-20 minutes, mais vraiment à tête reposée. Je touche pas à mon téléphone. Et après, le soir aussi, avant de dormir, je fais pas mal de méditation. Parce que comme le soir, je crée beaucoup, parfois j'ai beaucoup d'idées qui fusent dans ma tête. Et pour calmer mes pensées, pour trouver le sommeil,
mais je mets quelque chose qui me ralentit, Qui t'apaise, ouais. qui m'apaise. Ok. Donc, ouais, après le sport. Donc, le sport, tu fais un sport. Tu fais quoi, Là, enfin, pour l'instant, je fais plus de la course à pied. ok. Et puis après, je fais un peu de muscu. Alors, du coup, ça Vraiment. t'apporte quoi la course à pied? Alors, du coup, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, à Sissi Cusso, que j'ai Ouais. interviewé il n'y a pas longtemps, qui fait beaucoup de courses à pied, elle. Du Ouais. coup, toi, quels sont les effets bénéfiques que tu peux trouver dans la course à pied pour te décharger en termes de stress? Je me sens vidé. À partir du moment où je commence à transpirer, et même après avoir couru, je me sens plus léger. J'ai l'impression qu'en transpirant et en courant, j'évacue tout ce qui est mauvais en moi en fait. C'est vraiment... c'est ce que ça m'apporte la course à pied quand je cours ou quand je transpire. C'est à la fin, j'ai l'impression d'être vidé. Je garde vraiment que la bonne énergie. Ok, intéressant. Intéressant. Et voilà, on a fait le tour, hein. On a fait les 3 méditations, course à pied. Ouais, Et tu te parles. Ah oui, oui, tu te ouais, parles. Et du coup, tu te parles en marchant. ouais. C'est quoi ta technique en fait? Ouais. Quand tu dis tu te parles, t'as une idée en tête et du coup tu dialogues toi avec toi. Je me parle moi avec moi. Ok. C'est un truc de fou quand même. C'est comme Mais- dans le film avec Depardieu là, le petit ange et le petit démon qui se, mais- qui, se, qui se parlent l'un à l'autre. mais exactement, je me parle moi avec moi et bizarrement, et ça c'est quelque chose de fou, c'est en me parlant avec moi que j'arrive à trouver des solutions aux différents problèmes qu'on pourra rencontrer. Ok. Bon, en fait, t'es t'es sur ton dialogue interne en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, ok, bah c'est top, c'est top. Donc la confiance, bon, c'est un thème qu'on a un petit peu, on l'a déjà évoqué. Donc du coup, je vais pas te poser la question comment s'est construite ta confiance en toi, puisque tu l'as déjà finalement, tu y as déjà bien répondu. Ouais, ouais, c'est construit. Donc Oui, oui, avec avec la famille. avec la tout ça. famille. Après, Et après, il y a un truc important à savoir avec, je l'ai aussi dit, je pense, avec la confiance, c'est que, ouais, elle est jamais stable, jamais linéaire. Ouais. elle est jamais linéaire, et du coup, c'est quelque chose à travailler, mais tout au long de sa vie, en vrai. Si aujourd'hui, j'ai dit que j'ai confiance en moi à 85-90%, mais après, si demain, il se passe quelque chose dans ma vie personnelle ou même dans le travail, il n'est pas impossible qu'elle descende à 50 ou moins. Et du coup, c'est vraiment, mais comment travailler pour la retrouver, mais c'est en faisant toutes ces petites choses-là qu'elle revient. Alors justement, j'ai une question que je pose aussi souvent, mais qui est dans la thématique de la confiance, c'est quel rapport tu as sur le droit à l'erreur, le droit à l'échec? Mais moi, je dis que on dit que l'échec fait partie de la réussite, on dit que il faut échouer pour apprendre, mais je comprends cet avis, mais je pense qu'il faut essayer d'échouer le moins possible pour arriver au sommet le moins égratigné. Moi, je suis assez dur avec moi-même. Ça veut dire que je sais par exemple quand je joue au foot, j'étais un très mauvais perdant. L'échec, j'arrivais pas à le supporter. Et la chose que je me répétais quand on perdait, c'est faut pas que tu t'habitues à l'échec. Parce que le problème, c'est que on doit accepter l'échec parce qu'on en aura tous. Mais le problème, c'est quand on commence à l'accepter, et bien c'est là qu'on commence à avoir de moins en moins de chances de réussir à atteindre tes objectifs. Parce qu'on se dit, j'échoue aujourd'hui, ça fait partie du jeu. Demain, je vais échouer, oh, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et petit à petit, sans se rendre compte, ben on crée ce mental en vrai de perdant en vrai. C'est l'échec, je me familiarise avec lui, donc tout va bien parce que ça fait partie du jeu. Donc moi, je suis assez dur avec ça. C'est, t'as le droit à l'échec, mais l'erreur, tu peux la faire une fois. N'essaie pas de la faire une deuxième fois. Mais si tu l'as fait une troisième fois, c'est qu'il y a un vrai problème. Et ça, je pense que quand on commence à prendre l'échec comme ça, c'est tu peux être mon ami, mais je veux pas que tu sois mon meilleur ami. C'est là qu'on peut commencer à faire de grandes choses. Et ça se voit dans le travail, dans tout. Je pense que même pour motiver une équipe, même dans les résultats sportifs, pour tenir une entreprise, je pense qu'on a des objectifs tout le temps, on va dire au mois. Mais si chaque mois, à la fin, on regarde et on voit qu'on n'a pas atteint nos objectifs, mais qu'on se dit, ok, c'est pas grave, l'échec, ça fait partie du jeu, on pourra apprendre, c'est sûr qu'on sera dans la perte. Ça veut dire que faut accepter l'échec,
Mais par contre, il faut tout faire pour l'éviter et puis le connaître le moins possible. Parce que l'échec n'est pas notre ami. Eh ben oui, t'as raison. Ça me fait penser, tu vois, à une interview que j'avais faite avec, on en parlait tout à l'heure, avec Lucie Berthaud, où finalement elle était un peu de ton avis, de dire, bon bah ouais, non, mais le droit à l'erreur, moi j'ai pas trop, parce que si je fais une erreur, je prends un mauvais coup et je suis au sol, quoi. Et c'est vrai. Et c'est ça, et c'est très fort ce que tu viens de dire. Ce qu'elle a dit en vrai, c'est parce que plus on va monter en niveau ou en statut, et plus l'échec va faire mal. Ce qui fait que par exemple, je joue au foot, et quand en défense on faisait une erreur, on jouait en un district au début, c'est pas grave. On sait que l'attaquant en face, il peut louper, il peut tirer à côté, le gardien il peut l'arrêter. Mais ensuite, quand on a commencé à jouer en 15 fédéraux, contre les sélections d'Île-de-France, la moindre erreur, l'attaquant en face, il la loupe pas. Il la mettait au fond. Et aujourd'hui, quand on voit les matchs de haut niveau, par exemple, on voit que la moindre faille, les gens en face, ils sont très aguerris en vrai. Et du coup, ils la mettent au fond. Dans une entreprise, quand tu es numéro 1, si tu fais un mauvais investissement, ça va te coûter très cher. Et il se peut que le numéro 2 qui est juste derrière toi passe numéro 1 et toi, tu as tout perdu. Donc c'est vrai que faut faire attention à ça. Si je te dis le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui t'évoque quelque chose dans ton parcours, le regard des autres? Comment tu te situes par rapport à ça? Aujourd'hui, je me situe bien, mais il fut un temps, de 2014 à 2017, donc c'est assez long quand même, où je portais beaucoup d'importance au regard des autres par rapport au projet, et c'est ce qui m'a détruit. Clairement, 2014 jusqu'à 2016, je pense que je suis dans une phase de semi-dépression où je me recherche. Et aujourd'hui, le regard des autres, il est important quand même. Parce que même si on dit on s'en fout du regard des gens, on vit en société, et qu'on le veuille ou non, le regard des gens à un moment donné pèse sur nous. Mais le plus important, c'est d'avoir un bon regard avec soi-même. Mais après, si on a un bon regard sur soi-même et que les gens à l'extérieur nous voient bien, c'est un plus. Aujourd'hui, j'ai réussi à me détacher de ça. Ça veut dire que le regard des gens, il me fait plus ou moins chaud au cœur en vrai. C'est si tu m'aimes bien, c'est bien. Si tu m'aimes pas, tant pis. Si tu aimes bien mon projet, tant mieux, je travaille pour ça. Mais si tu l'aimes pas, tant pis et je le prends pas personnellement. Et à un moment donné, j'ai commencé à tout mélanger. Il y a des personnes qui n'aimaient pas mon projet. Du coup, ils avaient un mauvais regard sur mon projet. Et je pensais qu'ils m'aimaient pas personnellement. Et du coup, j'entrais dans des phrases de... J'étais un petit peu, on va dire, nerveux ou bien de colère dans l'incompréhension. S'il n'aime pas mon projet, ça veut dire qu'il m'aime pas, alors que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le regard des gens, quand il est bienveillant, honnêtement, il me permet aussi d'avoir un peu plus confiance en moi, dans le travail. C'est pour ça que je dis que le regard des gens, il est quand même important, surtout dans l'art, dans un truc artistique. Si je suis un artiste, c'est pour que mes créations, elles soient aimées par les gens, elles soient consommées et qu'elles soient défendues aussi. Si je dis que je fais de la création et que je m'en fous complètement du regard des gens, faut pas que je m'étonne si mon projet ne marche pas en vrai. Parce que je fais un projet pour qu'il plaise aux gens. Mais par contre, là où je suis lucide, c'est que je fais ce que j'aime et ensuite le propose aux gens. Et c'est pas le regard des gens qui vont me dire quoi faire. Parce que si c'est le regard des gens qui me disent quoi faire, mais c'est sûr que je vais me perdre. Du coup, aujourd'hui, il est important quand je sors une collection, par exemple. Là, je vais sortir une nouvelle collection au mois de mai. Je sais que le regard des gens au niveau de la collection, au niveau du projet, au niveau de l'image de marque, il va être très important. Parce que si les gens ils ont un mauvais regard dessus, même sur l'image de marque, mais ils vont pas consommer la marque, ils vont pas la défendre. Mais c'est pas le regard des gens qui me donne cette confiance. Je comprends. Mais du coup, tu as eu une phase où du coup, tu n'arrivais pas à dissocier et la marque et toi. Ouais. C'est-à-dire que les deux étaient imbriqués l'un dans l'autre. Les quoi. deux étaient imbriqués l'un dans l'autre. Ok. Ok, ouais, je comprends.
Et du coup, depuis, tu t'as dissocié. Ça a mis du temps. Ouais. Ça a mis du temps, comme tu vois, regarde, je suis tatoué Goldaya et tout, mais ça a mis du temps et quand j'ai réussi à me détacher de ça, je te promets, ça m'a fait un grand bien. Parce que quand une personne dit j'aime pas ton bijou par exemple, et que tu penses que cette personne a dit je t'aime pas toi, qui sont deux choses différentes, mais tu peux vite perdre pied ou pas comprendre pourquoi les gens t'aiment pas alors que c'est juste ta création. Mm. Et un jour, il y a une personne je m'étais énervé, je crois que j'étais dans une mauvaise période. Et il y a une personne qui me dit oh, là, la création que t'as fait et tout, je l'aime pas du tout. Et là, j'ai commencé à m'énerver. Et là, il m'a dit mais c'est pas toi que j'aime pas, c'est ton bijou. Toi, je t'aime bien en tant qu'homme. Et du coup, quand il m'a dit ça et j'ai vu que même lui s'était énervé en me disant ça, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, mais c'est vrai, des fois, en fait, si les gens ils aiment pas mes créations, c'est pas moi, faut que j'arrive à me détacher. Et petit à petit, j'ai parlé avec des personnes aussi. Je leur ai expliqué mon problème. Et ils m'ont dit, ben moi aussi, c'est pareil, parce que quand on crée un truc, on a l'impression que c'est notre bébé, c'est notre enfant, on l'éduque, on le voit grandir, mais il faut que tu prennes de la distance. Ça a mis à peu près 2-3 ans. Et aujourd'hui, ben, j'arrive à l'accepter. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à accepter la critique constructive, et ça me fait grandir. Ouais. Ouais. Ça me parle. C'est comme si moi on me disait ton podcast, il me plaît pas. Voilà, tu vois. Mais bon, du coup, après, souvent, moi, ce que je me dis aussi, c'est que plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Exactement. Et du coup, forcément, il faut accepter cette part de gens qui va pas forcément aimer ce qu'on fait. Mais on va dire que on va se concentrer sur ce qu'aime bien. Exactement, c'est ça. Parce que voilà, on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas forcément maîtriser, quoi. Je veux dire, on peut pas, on peut pas, mais enfin, à moins de leur glisser un billet, mets-moi un bon commentaire. Ouais, voilà, et puis... Mais du coup, non, on peut pas maîtriser ce que pensent les gens de nous, donc forcément, c'est important de s'en dissocier, et puis peut-être même à un moment donné leur poser la question pourquoi t'aimes pas, quoi. Ouais. Parce que du coup, ça peut être aussi très instructif pour pouvoir améliorer quelque chose. Exactement. Si c'est constructif et que c'est voilà, il y a des arguments pour. Il y a toujours du positif même dans le Il y a négatif. toujours du positif. Toujours. Justement, on va en parler du positif. Est-ce que tu as des techniques pour rester positif au quotidien? Oui. J'en ai. Déjà de base, moi, je suis quelqu'un de très. Je suis très positif de base. Je suis même très souriant. Même quand j'ai des soucis, je suis souriant. Et puis, quand il y a des problèmes, je sais qu'il y aura une solution. Ça, c'est vraiment le mindset que j'ai en général. Après, je fais des choses où. Mais quand je me parle à moi-même, je dis souvent je m'aime et j'ai confiance en moi. D'ailleurs, tu le dis dans ton livre. Oui, voilà. C'est ce que d'ailleurs je dis ça. Je m'aime et j'ai confiance en moi. C'est tes mantras. Voilà, c'est mes mantras. Parce qu'en vrai, je pense que déjà tout part de soi-même. Pour que je puisse donner de l'amour aux autres, il faut déjà que je me donne de l'amour à moi-même. C'est comme si je veux aider une personne à monter son projet, il faut que je sois capable de vivre de mon projet pour pouvoir l'aider. Si y a une belle illustration justement pour ça, c'est tu ne pourras pas aider quelqu'un qui se noie si toi-même tu sais pas nager. Donc je me dis que je m'aime, j'ai confiance en moi, et à force de me le répéter, j'ai l'impression que c'est ancré en moi, et que sans le dire aux gens, mais les gens à un moment donné ils arrivent à le ressentir. Et vu que je suis bien avec moi-même, ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres. Par exemple, je suis bien avec moi-même, ça me fait plaisir de créer des bijoux et de me dire, quand cette personne elle va porter ce bijou-là, elle sera contente. Parce que quand je crée ce bijou, j'ai confiance en moi, je m'aime, je le fais avec amour. C'est-à-dire que quand je te le passe, c'est vraiment avec amour. Comme le livre, c'est je suis bien, c'est un vrai plaisir. Du coup, tous les jours, je me parle, je m'aime, j'ai confiance en moi, on peut y arriver. Victoire. Tu vois, par exemple, c'est ce que j'ai tatoué sur mon bras. J'ai plein de mots qui sont puissants, que je me répète en permanence tous les jours et maintenant depuis plus de 15 ans, qui m'habitent en fait. C'est vraiment des mots et quand j'entends par exemple des personnes qui me disent j'ai pas confiance en moi, je doute, j'essaie de leur dire mais commence à te dire des mots positifs. Dis pas j'ai pas confiance en moi.
J'ai pas dit j'ai envie d'avoir plus confiance en moi. J'essaie toujours de trouver le côté positif dans ce qu'ils vont me dire. Parce que je dis souvent que les mots sont de la chair. Ça veut dire que les mots qui sortent de ta bouche, inconsciemment, mais ils vont faire qui tu es en vrai. Et il se peut que, je sais pas moi, l'univers, ils entendent à chaque fois ah, je suis fatigué aujourd'hui. Mais tu seras fatigué. Parce que c'est ce qui sort de ta bouche. Mais si tu dis aujourd'hui j'ai envie d'être en forme, encore mieux qu'hier, tu vois toujours le plus. Ok, je vais y arriver. On va y aller. C'est dur, mais je sais que je peux le faire. Même si j'ai pas de résultat aujourd'hui, je sens que je pourrais le faire. C'est vraiment toujours être dans ce... Et c'est vrai que dans les périodes compliquées, parce que c'est facile à dire, hein, mais après à appliquer c'est compliqué, on a souvent tendance à se dire ouais mais il est bien gentil lui, je suis là, c'est très galère pour moi, et il me dit faut que je sois positif. Et c'est là que ton mental il rentre en jeu. Ton mental il rentre en jeu en vrai quand tu es dans le dur. Et si quand tu es dans le dur, tu arrives à le stimuler vers le positif, alors quand tu seras dans le côté positif, tu seras doublement plus fort. Ouais, je suis d'accord avec toi, totalement. Transformer ces Bon, discours négatifs en des discours positifs c'est ça. et en faire des mantras forts et des ancrages forts, C'est c'est exactement quelque ça. chose qui est important. Et c'est quelque chose qui se travaille en préparation mentale. C'est-à-dire C'est vrai. changer le discours interne. En fait, c'est changer son discours interne, en fait. Tout Exactement, simplement. ouais. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui pensent négatif. Et comme tu dis, bah, finalement, ça a des impacts sur la performance ou sur son attitude ou sur son comportement. Puisque du coup, le fait de... Voilà, et puis ça renvoie pas forcément une bonne image. Donc forcément, ouais, comme souvent je dis, on attire à soi que ce qu'on a envie de dégager, Qu'on quoi. a envie de Donc si dégager. on dégage des bonnes zones et une bonne énergie, bah, on attire à soi des gens qui ont la même énergie. Et du coup, c'est souvent ça qui fait la différence, quoi. Exactement. Et puis inversement aussi, quoi. Je veux dire, si tu dégages pas forcément une bonne énergie, bah, les gens qui en ont une bonne, parfois, ils n'ont pas forcément envie de venir vers toi aussi, quoi. Du coup, c'est important quel que soit voilà, l'état émotionnel dans lequel on est, c'est d'avoir toujours une attitude de vainqueur, quoi. C'est Ah, ça. c'est ça, hein. Avoir cette attitude de vainqueur. Après, je Victoire. sais que c'est victoire, hein. Voilà. Je sais que c'est pas simple à avoir, mais c'est ce qu'il faut travailler. C'est vraiment ce qu'il faut travailler au maximum. Ok, ça, on est bien sur la même longueur d'onde. Ça fait plaisir à entendre. Et j'espère que ceux qui nous écouteront, ça leur donnera aussi du peps, parce que c'est important. Ah, j'espère, hein. Ouais, c'est... Bon, alors, on a parlé de ta gestion des émotions déjà, puisque tu nous as parlé un petit peu de comment tu gérais du coup, la pression, le stress. Ouais. Comment tu fais pour... du coup, bah, tu crées. Et quand tu crées, bah, je suppose que tu as besoin d'être concentré. Comment tu Ouais. arrives à Ouais. optimiser ta concentration quand tu es dans des phases de création? Alors, comment je me concentre? Comment je fais Ouais, pour... c'est ça. Tu rentres un peu dans ta bulle pour être D'accord. vraiment optimisé, pour Bah, être focus sur le truc que tu es en train de concevoir, quoi. D'accord, ok. Le Faut que, bijou. faut que je me mette dans une ambiance... Alors, en vrai, moi, comment je fais? C'est je mets déjà... c'est de la musique, des instrus. C'est des beats, en général avec du sample. C'est du rap, quoi. Ouais, mais c'est vraiment sans parole. C'est vraiment... des fois, c'est de la house, mais c'est vraiment de la musique calme déjà. Mhm. Pour avoir un rythme posé dans la pièce. Ensuite, ce que je fais, c'est mon téléphone. Ça, j'ai appris, c'était dur au début. Je le mets de côté. Là, c'est terminé. C'est vraiment moi et mes créations. Et une fois que j'ai cette musique-là, je sais pas comment t'expliquer. Le beat m'emmène quelque part. Et j'ai des images qui se dessinent dans ma tête. Et en vrai, ces images-là, je les retranscris à l'écrit. Et une fois que c'est retranscrit à l'écrit, je les fais en dessin. Et une fois que c'est mis en dessin, je crée des silhouettes. Et j'imagine en fait comment la personne pourrait porter mes créations et quel discours elle pourrait dire si jamais on fait une vidéo. Mais je me crée vraiment justement ces petits univers pour réussir à assembler cet enchaînement-là. Mais je pense que tout part de la musique en vrai. Ok. C'est la musique sur n'importe quel beat en vrai. Je vais capter la fibre et je sais pas, c'est instantané.
Il y a des images qui vont venir dans ma tête et puis c'est parti. C'est comme si j'étais le réalisateur du clip de la musique qui est en train de passer. Et je m'imagine plein de scénarios, plein de scènes. Et j'écris, je dessine. Ouais, ça fait penser à ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Si tu devais faire un autre métier, ça serait vidéaste. Voilà, tout se rejoint. Tout se rejoint, ouais, c'est clair. C'est comme ça que je fais pour me concentrer. Je mets mon téléphone de côté, je mets ma musique. Parfois, je la mets sur un casque. Et je me mets à dessiner, je pense. Je suis un grand penseur. Mon premier slogan, c'était pensif et créatif. On était en 2008. Et de là, après, je pense et puis j'essaye de mettre en image et puis de réaliser ce que je fais. D'ailleurs, dans ton livre, il y a des très belles photos. En fait, tu mets bien en avant le développement personnel, mais comment dire, on ressort vraiment beaucoup ton univers en fait dans le bouquin, qui est illustré de plein de photos, quoi. Oui, ouais, les photos justement, il y a des photos qui sont faites justement par Jérémy, qui travaille avec moi dans l'équipe. Il y a des photos qui sont faites de romans aussi. Et en se voyant, on apprend tous les uns des autres et puis on arrive à mettre en image. Alors une petite dernière question. Mm. Et après, ce sera le mot de la fin que je te laisserai. C'est pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, c'est une très bonne question, ça. Mais j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu dans ma réponse. Hein. Ça va rejoindre un petit peu ce que je te disais. Qu'est-ce qui est un bon mental ? Ou à un moment donné, si on se dit pour avoir un bon mental, il ne faut rien lâcher. Mais je pense que des fois, il faut savoir lâcher prise, justement. Avant de faire le burn-out ou de tomber dans une dépression qui peut durer on ne sait pas combien de temps. Et être persévérant, être déterminé et ne rien lâcher, pour moi, ne rien lâcher est peut-être l'intrus. Après, je sais que ces trois mots, ils se ressemblent en vrai. Être persévérant, c'est ne rien lâcher. Être déterminé, en réalité, c'est ne rien lâcher, aller jusqu'au bout. Mais je suis persuadé qu'il y a des moments pour mieux repartir. Il faut savoir couper avec ce qu'on fait. Quand on voit que ça commence à être trop compliqué ou que les résultats ne sont pas là, ça veut peut-être dire que il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes. Il faut prendre du recul. Il faut faire reposer son cerveau. Parce qu'en fait, comme je dis, le mental, c'est un muscle qu'il faut travailler. Il a peut-être besoin de repos pour aller de l'avant. Ou alors, il faut être entêté et se dire, non, je vais rien lâcher et je vais forcément avoir des résultats. Je pense que c'est la pire des choses à faire. Et je te parle de ça, c'est parce que j'arrive en 2014, c'est compliqué. Je fais des créations, mais ça marche pas. Et je me dis, mais si je lâche, ça veut dire que j'ai pas un bon mental. Du coup, plus j'avance, moins je suis... moins je suis assidu, moins je fais attention aux détails. Et plus le résultat final de mon travail, mais il n'est pas à la hauteur. Et du coup, ça s'enchaîne, ça fait effet boule de neige. Et à un moment donné, je me dis, mais en fait, non, le mental, je l'ai. J'ai juste le droit de prendre une pause, parce que peut-être que je suis saturé. Alors je vais prendre une pause, prendre du recul, analyser mon business sur une vue d'ensemble. Et maintenant que j'ai la vue d'ensemble, je pourrais regarder et me dire, ah bon, ben là, la faille, elle est ici. Quand je vais revenir dans le business, je sais où est la faille, je vais travailler pour la boucher. Ah ok, là il y avait une autre faille, mais je la voyais pas. J'étais tellement entêté ici que là il y avait un autre trou qui se créait. Ok, j'ai pris du recul, je peux voir le trou. Je vais y aller. Donc pour moi, ça fait partie du jeu et c'est très important de prendre du recul. Et ça veut pas dire que en prenant du recul, c'est qu'on n'a pas un bon mental. Le mental, c'est... Voilà, comme j'ai dit depuis le début, le mental, c'est un muscle. Et je sais pas si tu vas à la salle des fois ou... Ben, quand tu travailles ton muscle, ben, des fois, il a besoin de repos. Pendant 2-3 jours. Et bizarrement, quand tu arrêtes pendant 2-3 jours et que tu reviens, tu as l'impression d'avoir plus de force. C'est un bon exemple. C'est un très très bon exemple. Alors déjà, je voulais te dire merci beaucoup Thé
pour déjà d'avoir répondu à toutes ces questions là. J'étais introspecté par tous les côtés de la dimension du mental. Et du coup, comme le veut le podcast, pour finir, en fait, je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire d'important dans ton actualité, ou si tu as un message à faire passer aux auditeurs qui vont écouter le podcast, écoute, t'as la parole pour venir clôturer D'accord. l'épisode. Alors déjà, la première phrase que je vais dire, et ça c'est la phrase magique de la maison, c'est je dis souvent que entre ciel et terre, tous les rêves sont permis. Et il n'y a pas de plus grand luxe que de croire en vous-même et en vos projets. Et ça, c'est peu importe le projet que vous voulez entreprendre. Que ce soit dans le business, entrepreneurial, des projets de famille ou d'autres projets. C'est vraiment quelque chose d'universel. Après, ce que je veux dire aux gens aussi, c'est surtout aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, inconsciemment, on passe son temps à se comparer à cause des réseaux ou autre chose. Mais il faut se dire que chacun a son histoire, chacun a ses qualités, et que chacun peut accomplir quelque chose de beau dans sa vie s'il se concentre sur lui-même, dans un premier temps. Après, j'ai pas mal de personnes qui me parlent de la confiance. Et je pense que même s'il y a des périodes où on n'a pas confiance en soi, il est fort possible que dans 1 mois ou dans 2 mois, si vous posez les bonnes questions, vous ayez confiance en vous. Et que la réussite, elle n'est pas que chez les autres, parce que ça se trouve, les autres, c'est vous. Donc il faudrait arrêter d'avoir ce regard de se dire, ça peut arriver qu'aux autres. Parce que les autres se disent la même chose. C'est pour ça que je dis en vrai, les autres, c'est vous. Donc vraiment, prendre la vie du bon côté, essayer de rester positif. Et en espérant que votre étoile brille le plus longtemps possible si vous arrivez à la trouver et à la faire briller. C'est vraiment ça que je voudrais dire aux gens parce que j'ai pas réellement de conseils sur comment réellement avoir confiance en soi, comment réaliser ses objectifs parce que je pense que ça, c'est des sujets qui sont au cas par cas. Et la méthode que je peux appliquer sur une personne ou les conseils que je peux donner à une personne pour réussir, mais ça se trouve, ils vont pas marcher parce qu'elle est différente de moi et vice versa. Donc je pense que c'est vraiment des choses cas par cas et que il y a toujours une solution en tout cas pour réussir à accomplir ses rêves. Parce qu'on c'est ce qu'on va retenir, hein. L'art de croire en son étoile et puis voilà, il n'y a pas de problème sans solution et on a envie de dire il n'y a que des solutions en fait. Ouais, il n'y a que des solutions. Parfois elles ne sont pas simples à trouver. Mais en prenant le temps, réussir à prendre le temps, réussir à accepter ce qui se passe dans nos vies, ça nous permet vraiment de tracer son chemin. Mais il faut prendre le temps de faire ses introspections, de regarder autour de soi. Ouais, c'est un peu comme quand tu fais tes silhouettes. Voilà, je fais mes silhouettes. C'est un peu ça. Bon, du coup, écoute, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je suis vraiment touché d'avoir pu faire cette interview ici et puis voilà, donc de le faire en direct chez toi. En direct. Dans la maison. Et écoute, encore merci beaucoup. Et puis je te souhaite le meilleur pour la collection qui sort. Ouais, la collection qui s'appelle 79 Paradis qui va sortir fin mai. D'ailleurs, on a tourné un beau spot publicitaire samedi dernier là. On présente la collection avec 2 modèles, Lina et Rivelaine. Du coup, j'y pense, mais à chaque fois je passe toujours à côté. Si des gens veulent aller voir tes collections ou je sais pas, voir tes bijoux, t'en acheter, comment il faut faire ? En vrai, pour acheter, ils peuvent soit passer au showroom sur Pontoise, ou alors il y a le site internet goldaya.com. Et ensuite, ils peuvent voir aussi toute l'actualité, où l'on montre vraiment le côté backstage, les coulisses de la marque, la vision sur l'Instagram, qui est Goldaya79. Ou sinon, on a la page Facebook aussi, Goldaya79. Et LinkedIn aussi, Goldaya79. Ok, donc voilà. Vous savez tout. Je vous souhaite du coup une bonne soirée à tous et à toutes. Et encore merci beaucoup, Théo. Merci beaucoup, Sébastien. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité.
Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.